Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est en train de prendre notre petit déjeuner dans le très beau à Concept Hotel. On vient souvent, à force on connaît tout le personnel, on a bien sympathisé aussi avec les gérants et la direction. C'était avant la maison d'un Français qui a été transformé en hôtel et je dois dire que quand je recule d'argent, c'est un hôtel qui vaut environ 2,5 millions d'euros et que j'achèterais très volontiers rien que pour y vivre. Voilà, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas le moment. Pour le moment, c'est le moment de finir notre éco-village. Alors, on est venu ici à Buzios avec nos éco-villageois, enfin ceux qui pouvaient rentrer dans la voiture, donc on était 5. Tout l'effectif en fait de ceux qui sont à Rio en ce moment. Voilà. Voilà, nous notre projet il avance au niveau économique. On sait l'économie va être fermée, donc ça nous oblige à vraiment fortement restructurer le restaurant pour faire des ventes en ligne. Et puis petit à petit, on retourne exactement au concept j'avais conçu à l'origine, qui était un restaurant plutôt végétarien et plutôt organique avec un barbecue pour les personnes qui voulaient des choses carnées et des choses plutôt de kiosque au dernier étage. Voilà. Et c'est exactement sur ça qu'on est en train de revenir, comme quoi bon chien de chasse tire de race. Voilà. Alors il y a des personnes qui mettent des commentaires auxquels j'aimerais répondre maintenant. Deux sortes de commentaires. D'abord, il y a des gens qui se demandent pourquoi on est attaqué comme ça, notamment par certains de nos associés. Bien écoutez, c'est comme ça, c'est des termes historiques. C'est un projet qui est clivant, c'est pas un projet matériel en réalité. La conséquence du projet, c'est qu'on aura un abri matériel. Mais l'utilité du projet, c'est de faire un travail au niveau spirituel, un travail de se connecter avec le champ énergétique du Machar, du Mahdi et du grand monarque et du grand pape, en particulier du Mahdi, puisque la bénédiction est venue de ce côté. Et donc les personnes qui ont fait acte de candidature pour venir avec nous, elles subissent le jugement du Mahdi. C'est-à-dire ce jugement, il se fait avant tout dans le domaine spirituel. Puis après, les personnes doivent se positionner dans le psychique et matériellement, ça a des conséquences. Voilà. Donc on a vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont éliminées d'eux-mêmes par leur attitude. Leur attitude d'abord offensante envers moi, manque de respect, ça c'est clair. Que ce soit l'envahissement, que ce soit abuser de ma gentillesse, de ma générosité, m'attaquer sur des faits personnels, etc. Je pense que c'est déplacé. Ils oublient aussi que j'ai une dimension spirituelle et que je suis là au niveau spirituel et que je suis au niveau humain, ça n'a aucune importance et aucune incidence en réalité. Même si on me tuait physiquement, ça continuerait à agir pour eux au niveau subtil. Voilà. Donc hélas, les matérialistes essayent de faire des choses matérielles. On a eu, vous le savez, un problème avec un policier corrompu qui a entraîné avec lui un de nos premiers associés et un deuxième potentiel, c'est Jérémy Samuel. Et puis là, on a un noir de la favela qui a de très, très graves problèmes psychiatriques, de schizophrénie notamment. C'est manifeste, qui s'est identifié à moi et puis qui s'était mis à m'imiter, en tout cas ce qu'il croyait être moi. Et puis lorsque il a eu un comportement qui à mon avis était inacceptable, notamment envers Junior, donc il a accusé d'avoir volé de l'argent du temple et il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent dans son sac et il a mis des drogues dans son sac pour pouvoir l'incriminer. Ça je trouve pas acceptable. Après, sur les histoires de séquestration aussi entre Junior et lui, mais par contre sur la drogue, bon, c'est vrai que Junior n'est pas très fiable, mais tout le temps où j'étais avec lui, il n'y avait pas de drogue dans son sac, ça je peux vous l'affirmer. Voilà. Donc ça semble aussi un petit peu gros par rapport à ça, parce que généralement les Brésiliens, ils achètent la drogue, ils la consomment tout de suite, ils savent que c'est un délit de la posséder, ils savent que c'est pas un délit de la consommer, mais ils savent que c'est un délit de la transporter, etc. Donc généralement ils le font pas. En tout cas, je l'ai vu avec Juan. À chaque fois qu'il souhaitait se droguer, il en achetait, il se droguait tout de suite et c'était terminé. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il se droguait. Voilà, je m'en étais pas aperçu, j'ai mis des mois à m'en aperçu. J'en avais l'intuition, mais j'en avais pas la certitude. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est un projet qui est clivant d'un point de vue spirituel. Voilà. La deuxième chose, c'est que il y a des personnes moi je ne cache pas ma vie affective, hein. Elle a des hauts et des bas, je suis quelqu'un qui aime bien être tombé amoureux et puis j'ai été pendant près de 10 ans célibataire, donc c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer un nouveau compagnon. Alors hélas pour lui, il y a des conventions mentales qui sont utilisées par la police, donc si je me mets à lui offrir un téléphone, il est évident que ça veut dire que pour les personnes qui suggestionnent il va être suggestionné, mais je vous rassure, même si je n'offre pas de téléphone, il sera suggestionné quand même. C'est juste pour me faire assumer la responsabilité en pensant que la faute vient de moi et que le désir qu'il soit suggestionné vient de moi. Vous ne connaissez pas les pervers du renseignement français, luxembourgeois, même brésilien, parce qu'il y a les mêmes techniques ici.
D'ailleurs, à l'occasion, je vous ferai rencontrer un Brésilien qui a connu la même expérience de Ganstalking et qui a écrit un livre sur YouTube, sur Amazon, qui est pas très bon. Mais je vais essayer de le rencontrer pour pouvoir faire un live avec lui, voilà, pour voir ce qui lui est arrivé et peut-être lui donner des clés qu'il n'a pas. Voilà. Ensuite, donc, la capacité à tourner la page, elle est très importante dans le livre. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire que par exemple pour Juan, j'étais heureux avant lui, j'étais heureux avec lui, je suis heureux maintenant après lui. Ça n'a aucune incidence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blessures. Effectivement, elles existent au niveau mémoriel, mais on est capable de les neutraliser au niveau mémoriel. C'est toute la différence entre les personnes qui s'attachent à l'ego et les personnes qui s'attachent à la nature Bouddha. Au niveau de l'ego, il est vrai que les blessures, elles existent, elles sont importantes, mais au niveau, je ne me connecte pas au niveau mémorial, je me connecte au niveau de la nature Bouddha, de l'équanimité, et puis je vois aussi tout le potentiel positif. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses sur 3 relations que j'avais eues avec des personnes qui avaient des problèmes de toxicomanie. Le premier, je ne l'avais pas vu tout de suite. Quand je l'ai vu, ça fait une crise. Le deuxième, je ne l'ai jamais compris, je l'ai compris des années après, ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire qu'il se droguait, qu'il faisait du trafic de drogue et qu'il était même arrivé à le faire à mon nez et à ma barbe, y compris en périphérie de notre temple bouddhiste. Alors il est vrai que nous les bouddhistes par rapport aux psychotropes, on n'a pas tout à fait la même position. Je vous ai mis plusieurs vidéos du centre bouddhiste de Paris. On a des méditants qui ont été soignés du cancer avec du LSD, avec des champignons, etc. etc. Donc on n'a pas une approche sectaire par rapport aux psychotropes. On sait que les psychotropes sont utilisés notamment au Tibet pour soigner des maladies graves ou du point de vue initiatique. Voilà. Donc on n'a pas cette attitude extrêmement sectaire par rapport aux psychotropes. C'est vrai qu'on est tenu de respecter la loi. C'est-à-dire qu'on peut en prendre, on n'a pas le droit d'en acheter, on n'a pas le droit d'en transporter, etc. En ce qui concerne l'iboga, c'est parfaitement autorisé au Brésil. Et puis le fait est, c'est que dans le cocktail savant dont j'avais besoin pour mettre fin à mon cancer, eh bien, il y a un certain nombre de substances illégales qui ont été introduites, mais il faut savoir que c'est l'achat, la détention, etc. Et le transport qui sont interdits, mais certainement pas la consommation. Voilà. Donc ça a été mon cas, ça a été utilisé avec un mélange savant qui m'avait été indiqué et qui maintenant a pris fin, puisque maintenant j'ai plus que de l'iboga. C'était vraiment pendant une période très très courte d'ailleurs, ça m'a permis non seulement de passer la crise avec Lazio, et puis Muriel, Nadine et Raymond, et Juan, et Lucas, et Guilherme, et j'en passe, puisqu'il y a un véritable trafic de drogue qui s'était organisé à l'intérieur de notre restaurant. Alors c'est-à-dire que tandis que nous on vendait de l'iboga au truc, derrière, Lazio a monté un trafic de drogue avec un certain nombre d'employés. Et quand je l'ai vu et quand je l'ai foutu dehors, figurez-vous que la personne qui s'est retournée contre moi, c'est Raymond. Ce qui prouve bien que, puisqu'il est payé par l'armée française, il est habitué à travailler dans le cadre du trafic de drogue, puisque c'est le premier trafiquant de drogue d'Europe. Voilà, très certainement. En tout cas de France, c'est sûr, avec la police nationale. Voilà. Parce qu'il faut bien faire entrer la marchandise, et souvent c'est la marine nationale et les militaires qui font rentrer en très grande quantité les stupéfiants. Et d'ailleurs, même quand ils sont saisis, badgés, on les retrouve sur le marché, ce qui montre bien qu'il y a une porosité très importante. Et d'ailleurs, si on voulait sortir des problèmes de drogue, il suffirait de légaliser, comme l'a fait la Hollande, qui a vidé ses prisons, qui a moralisé ses tribunaux, ses prisons et ses commissariats en mettant fin au trafic de drogue. Voilà. Voilà. Quand la prohibition, ça n'a jamais marché, et l'exemple américain le montre. Voilà. Donc, il est important de se concentrer sur quand on vit des événements, de ne pas les vivre au niveau de l'ego, de les vivre au niveau de la nature Bouddha. Donc, en les vivant au niveau de la nature Bouddha, ça nous permet de les vivre au niveau symbolique et pas de les vivre au niveau matériel et au niveau de l'ego. L'ego nous enferme toujours dans une dimension matérielle, une dimension de survie qui est une dimension extrêmement étroite. À partir du moment où vous vivez un événement dans la dimension Bouddha, vous allez le vivre différemment. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais placé en maison d'arrêt. Je me suis constamment immergé dans ma nature Bouddha, jusque quelquefois avoir plus aucune perception de la réalité. J'étais vraiment dans un champ de lumière et d'énergie permanent. Ça m'a permis de passer à travers de choses invraisemblables, des tortures répétées, des violences physiques, des insultes, des manipulations au niveau électromagnétique, etc. Je dois dire que pendant des semaines, quelquefois, je ne mangeais pas et j'étais immergé au niveau subtil, dans un champ d'énergie subtile, radiant immanent, et que je me voyais agir au dehors, mais en tout cas j'étais complètement déconnecté de ça. Et je crois avoir fait dans ces moments-là, qui étaient extrêmement critiques, l'expérience de la nature Bouddha, et avoir fait ce qui était nécessaire d'être fait à ces moments-là pour survivre et puis continuer le travail.
Il est vrai que moi, je ne suis pas une personne qui estime avoir une mission. Je pense que personne n'a une mission. Je pense qu'il y a quelques psychopathes qui pensent qu'ils ont une mission. Personne n'a une mission et personne n'est là pour sauver le monde. Si quelqu'un vous dit qu'il a une mission et qu'il doit sauver le monde, c'est un psychopathe. C'est ce que disaient Hitler, Staline et d'autres. Et Netanyahou. Ce qui est clair, c'est qu'on a tous un destin. Que face à ce destin, on doit orienter notre volonté. Et puis régulièrement, on a de l'aide. C'est ce qu'on appelle de la providence. Mais personne n'a de mission. Il n'y a aucun missionné. Les gens qui disent être des missionnaires sont des imposteurs. Les rares personnes qui ont eu véritablement une mission sont les prophètes qui nous ont été envoyés par Hachem, par Dieu, par Allah. Et le prophète Mohammed était le dernier, donc des prophètes légiférants. Donc toutes les personnes qui vous racontent des choses après sont des imposteurs. Voilà. En tout cas dans le cadre du sémitisme. Voilà, donc évidemment, j'essaye de vous montrer une chose à travers ces vidéos et à travers vous avoir laissé rentrer dans ma vie de famille et dans ma vie professionnelle et dans ma vie intime, c'est de vous montrer que contrairement aux clichés, on peut être un lama du bouddhisme tibétain sans s'habiller dans des tenues folkloriques orientales, qui sont celles des Tibétains et pas celles des Occidentaux. D'ailleurs, il y a toutes sortes de formes d'uniformes bouddhistes d'une certaine façon. D'autre part, j'essaye de vous montrer qu'à travers les aléas de la vie, ou au travers des aléas de la vie, eh bien, on peut avoir une grande aide en se concentrant sur sa nature Bouddha. Moi, j'ai vécu des épreuves terribles dans ma vie. J'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs tentatives d'incarcération, plusieurs tentatives de me dépouiller. Donc, ce que j'ai vécu ici au Brésil, c'est ce que j'ai vécu avant. Des psychopathes policiers, des psychopathes de milieux pauvres. Alors, les psychopathes policiers qui essayent de me dépouiller, de me foutre en prison, j'ai déjà vécu ça plein de fois. Et des psychopathes pauvres qui se prennent pour moi et qui après, quand je les neutralise, veulent m'envoyer en prison et me dépouiller. J'ai déjà vécu ça X fois. Je pense que c'est un schéma qui est assez classique au niveau spirituel. Je pense que quand on regarde les personnes qui ont essayé de donner un exemple, qui ont été amenées à donner un exemple au niveau spirituel dans leur existence, ça a été la même chose. Sans me comparer à ces personnes-là, mais ça a été le cas du prophète Mohammed, qu'on a dépouillé et tenté de jeter en prison, il a dû s'enfuir. C'est le cas de Moïse, qu'on a dépouillé, jeté en prison et qui s'est enfui. C'est le cas de Jésus d'ailleurs, qui a connu les mêmes choses, puis s'est retrouvé harcelé dans le désert et confronté à Satan. Puis ensuite, il a même été dépouillé et puis crucifié, etc. Donc je pense que dans le parcours spirituel, il y a un moment où c'est très dur pour l'ego. Et puis ça oblige la personne qui passe par ces caps-là à se concentrer sur sa nature spirituelle, sur sa nature Bouddha. C'est un peu ce qui m'arrive et ce qui va se passer dans les mois à venir et les années à venir à chacun d'entre nous. C'est pour ça que je voulais vous dire de faire attention, de vérifier les sources, y compris quand je vous dis des choses. Parce que ces temps-ci, on m'envoie pas mal de choses. Je les regarde quelquefois un petit peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et quand j'avais un petit peu plus de temps, je m'apercevais qu'à 90% c'était des fake news, en particulier ce qui vient des milieux conspirationnistes. Donc faites très attention quand on vous cite des choses, d'aller à la source et de vérifier si c'est bien ça, parce que il y a des gens qui croient bien faire en donnant de fausses informations. Et ces fausses informations, elles donnent de la joie aux personnes qui les reçoivent, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Par exemple, je pense que ce matin, une information que la Cour suprême des États-Unis aurait invalidé la vaccination obligatoire. Voilà, c'était pas sourcé. Quand la personne qui me l'a envoyé a elle-même vérifié cette source, eh bien, il s'est avéré que ça ne correspond pas à l'état de droit américain, puisque la compétence, elle est des États fédérés et pas de l'État fédéral. C'est-à-dire que c'est un État fédéral qui décide un État fédéré qui décide de vacciner ou non, de rendre la vaccination obligatoire. Mais évidemment, aux États-Unis, comme dans tout le système d'habeas corpus, on peut refuser la vaccination pour des raisons religieuses, pour des raisons de santé, voilà. Et pour des raisons juridiques aussi. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment ne pas perdre la tête. Ce matin, je vous ai mis une très belle vidéo aussi qui a eu lieu en 2020, qui était dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Mais je vous l'ai mis parce qu'elle était symbolique. Et que très souvent, en fait, je ne m'intéresse pas au factuel. Ce qui m'intéresse, ce sont les symboles. Parce qu'au niveau spirituel, au niveau subtil, ce qui agit, c'est les symboles. Et lorsque les symboles ont agi au niveau subtil, ça a des conséquences au niveau matériel. Il y a beaucoup de gens qui essayent de manipuler les choses au niveau matériel. Alors il faut savoir qu'en manipulant les choses au niveau matériel, ça a des conséquences au niveau subtil. Et là, vous avez un choc en retour qui est extrêmement violent.
Donc actuellement, il y a une tentative des gens qui agitent la marionnette criminelle Emmanuel Macron, qui est une pure petite marionnette bien de K-Ultra, un Chucky. C'est l'orange macronique qui s'est mis en place. Et ces gens-là essayent de manipuler l'humanité d'un point de vue matériel, d'abord en vous faisant peur, avec un vilain virus. Alors, bien sûr que le virus existe, bien sûr qu'il a tué des milliers de gens, voire des millions, c'est une chose. Ensuite, on essaye de nous manipuler pour qu'on change notre état de droit. Et puis ensuite, on essaye de nous manipuler pour changer notre perception de ce que sont la Russie et la Chine, pour lequel on n'a pas de raison de se fâcher avec les Chinois, on n'a pas raison de se fâcher avec les Russes. La culture bouddhiste, elle a imprégné en grande partie la culture chinoise. Et moi, je me sens très près de la culture chinoise. J'aime bien la Chine, j'aime bien les Chinois. J'avais de très très bons amis, notamment l'ambassadeur de Chine et l'attachée culturelle chinoise à Luxembourg, qui étaient vraiment des personnes adorables et qui m'ont vraiment montré ce qu'était la camaraderie communiste. Donc moi j'avais une image assez négative du communisme à cause de ses crimes, mais ils m'ont fait rentrer dans un aspect que j'ai beaucoup aimé, qui était cette camaraderie qu'il y avait entre les membres de l'ambassade de Chine, où tout le monde était à égalité, l'ambassadeur comme le chauffeur, dans des petits logements, etc. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie, et j'ai beaucoup aimé cette camaraderie que j'ai trouvée chez les Chinois, qu'on retrouve souvent. Bon, bien sûr, il y a des Chinois qui sont orgueilleux, qui sont milliardaires, etc. Mais quand on retrouve d'authentiques personnes qui sont restées fidèles à l'esprit du communisme originel, l'esprit de Mao Tse-tung, eh bien, on trouve cette camaraderie, l'impression d'appartenir tous au peuple chinois, de se serrer les coudes face à l'Occident qui a humilié la Chine, qui l'a asservi, qui l'a dépossédé, qui lui a imposé une idéologie, qui lui a imposé des rythmes de travail, parce que la Chine, elle est en survie actuellement. Cette civilisation chinoise, elle est en survie, elle se défend de l'agression occidentale, qui est aussi bien intérieure que extérieure. Voilà. Donc ça m'a apporté ça. Au niveau de la Russie, pareil, j'avais pas beaucoup de sympathie pour Poutine, il faut le dire, parce que c'est un ancien agent du KGB, que je connais les crimes du KGB et du FSB, et puis la période soviétique. Par contre, j'étais très souvent à l'ambassade de Russie à Luxembourg, puis j'avais un très bon ami qui était premier conseiller à l'ambassade de Russie de Luxembourg, et c'est tellement sympa, et il m'a donné une toute autre image de Vladimir Poutine. Le Vladimir Poutine est bien restaurateur d'église, le Vladimir Poutine et ses œuvres sociales, le Vladimir Poutine qui a remis la Russie dans le rang des nations importantes et qui a redonné à la Russie confiance en sa propre civilisation orthodoxe. Donc effectivement, il y a des choses positives dans Xi Jinping, il y a des choses positives dans Vladimir Poutine, et il ne faut pas les oublier. Par contre, il y a des choses négatives qui sont incompatibles avec ce qui, à mon avis, est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que si Xi Jinping aimait autant la Chine, eh bien qu'il remette l'empereur, et si Poutine aimait autant la Russie, eh bien qu'il remette le tsar, et qu'on ait une synarchie en Chine et une synarchie en Russie, je peux vous assurer qu'on aurait deux grandes civilisations montantes. Alors actuellement, on a deux pays qui sont en train de s'orienter vers le nationalisme belliqueux. La Chine sur des questions territoriales, la Russie aussi sur des questions territoriales, et on voit qu'en réalité la Chine suit la dérive de Staline et que la Russie suit la dérive d'Hitler, et que ça a l'air assez programmé puisque tous les deux ont été mis en place par l'oligarchie marchande anglo-saxonne, en tout cas la City of London. Donc il ne faut pas oublier ça. Pareil en France, tout ce qui contribue à la venue du grand monarque et du grand pape, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas fait que des choses mauvaises. Il y a certainement des choses bien qu'il a faites. Je les ai pas en tête, mais sans doute il a fait. Notamment je sais pas quoi, mais j'ai pas aucune idée d'un truc bien qu'il ait pu faire, mais peut-être. Voilà. Si sa femme a donné plutôt une bonne image de la France, je dois dire que moi j'ai une certaine sympathie pour Madame Macron. Elle a été à la hauteur à l'opposé de ce qui s'est passé sur François Hollande. Je pense que c'est une dame qui a joué son rôle de première dame de France, la femme de Sarkozy aussi. Comme quoi on peut être de très mauvais présidents qui nuisent à la France, avoir des femmes qui se tiennent bien. Puis on a des présidents qui sont plutôt bien tenus et dont les femmes ont été un petit peu oubliées. Voilà. Enfin, ça n'a pas d'importance, de toute façon c'est la République, mais il y a toujours du positif dans tout. Rien ne saurait exister de manière 100% négative. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à travers les aléas de l'existence, le fait est, c'est que cette semaine, j'ai un très très gros travail à faire, puisque je vais environ passer 8 heures au bureau de police, parce que j'ai 14 plaintes à déposer avec l'aide de mon avocat.
J'ai aussi un mandat de notre ami Sébastien pour porter plainte contre Claudio Pontes pour vol, escroquerie. Puis il y a la plainte contre Roanne, etc. Donc c'est un très gros boulot. J'ai un très gros boulot juridique et ça va me prendre des heures au bureau de police pour faire rentrer toutes ces plaintes. Voilà. Et puis il se rajoute maintenant, puisqu'on a toutes les preuves, la preuve de l'existence d'un trafic de drogue à partir de notre cuisinier Guillermé, de Roanne et de Claudio, dans lequel est impliquée la sœur de Claudio et la dame de compagnie de ma tante, dont le mari est un mafieux, et qui, d'après les observations vidéo que nous avons et ce que nous avons compris maintenant, mais en fait, il y avait un véritable trafic qui s'était organisé autour du food truck. Donc je le savais au niveau du restaurant des 2 premiers étages de la crêperie, voilà pourquoi je les ai fermés. Je ne me suis pas beaucoup exprimé sur ce sujet parce que c'était des délits et que je ne comptais pas mettre la police dans cette histoire pour ne pas porter préjudice au restaurant. Avec maintenant la mesure elle est comble et que l'arrogance de Roanne, l'importance des vols de Claudio et le fait que Raymond ait couvert aussi bien le trafic de drogue de Claudio que les pires excès de Roanne, que voilà. Alors il est vrai qu'au début Raymond s'est montré assez loyal puisqu'il m'a empêché d'être tué par Roanne, puisqu'il y a eu une première agression extrêmement violente. Et puis Raymond a plutôt été, d'un point de vue technique, un bon gérant au début. Bon, avec des difficultés parce que c'est pas la messe des officiers, c'est un restaurant. Moi j'étais très satisfait de Raymond, j'ai toujours d'ailleurs. Nadine aussi, elle a fait un bon travail au niveau administratif. Puis à un moment, sous l'influence de Muriel, ça s'est vrillé. Il est vrai que ça s'est vrillé au moment où ils ont reçu l'argent de la vente de leur maison et Muriel aussi, et leur personnalité a changé. Voilà. Et leur niveau d'implication dans le projet. C'est-à-dire qu'au début, ils sont arrivés en pensant nous aider et sauver leur argent, et à partir du moment où ils ont eu une alternative, ils se sont montrés déloyaux. Voilà. C'est assez classique, c'est arrivé avec d'autres. Voilà. Donc bah voilà, ça va avancer. Donc en fin de semaine, cette semaine et la semaine prochaine, c'est beaucoup de travail au niveau juridique. Après le 15 août, avec la fermeture de l'économie, on aura plus de temps pour traiter toutes ces choses au niveau juridique avec mon avocat, la police fédérale, la police civile. Et donc il faut s'attendre dans les semaines à venir à des arrestations en cascade des personnes qui ont été impliquées. Voilà. C'est beaucoup de travail au niveau négatif, mais hélas, ça me ramène dans mes fonctions juridiques et mes fonctions. Je viens d'une famille où on était juge, donc ça me ramène et avocat, donc ça me ramène à mes fonctions juridiques. C'est pas très agréable, je dois dire que c'est pas très agréable pour moi d'avoir à retourner dans le juridique, mais bon, c'est comme ça, voilà, ça fait partie de mon destin, voilà. Et la providence fait que j'ai quand même eu d'autres choses à faire dans l'existence, notamment au niveau spirituel. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, pour ce que j'ai à faire au niveau spirituel, ce que je fais. Et je suis très content de vous avoir connu, je suis très content de tous les apports que vous avez fait à cette chaîne par vos interventions et vos remarques et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon, on va se retrouver dans les jours prochains, notamment dimanche, pour un cours de gnose. Voilà, à très bientôt, ciao, bye bye. Petit matin, au lever du soleil, avec Rio dos Bandeirantes. Voilà ce petit tour d'horizon. Donc la cérémonie que je vous partage s'appelle Agnotra. C'est une cérémonie de purification au lever du soleil.
Swatsiprajaya Swatsiprajaya Pajapataya Swaha Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama Suyahe Swaha Suyahe Hidamna Mama Pajapataye Swaha Pajapataye Hidamna Mama